Ivoiriens. Parce qu'on dit que les Djoula ne sont pas des Ivoiriens. Nous, on est sûr qu'on est Ivoiriens. Si c'est les Djoula, on les tue. Sortez, sortez, on va vous tuer, vous tous. « 27 octobre 2000. Nous sommes dans la forêt du Banco à Yopougon, un faubourg d'Abidjan. Il y a 57 corps dans ce charnier. 2 jeunes hommes ont échappé à ce massacre. Nous les avons retrouvés. Ils ont accepté de témoigner, à condition de ne pas être reconnus. Ce sont des enfants. Les enfants ils sont arrivés, ils nous ont fait sortir de la maison, vérifier nos pièces. Ils ont vu que nous sommes des Djoula. Ils ont fait sortir d'autres personnes encore. Maintenant, eux, ce n'étaient pas des Djoula, donc eux, on les a laissés. On est arrivé au camp commando, il y avait des morts puis des blessés. Ils ont commencé à nous taper avec des barres de fer. Puis après, ils ont marché sur nos têtes. Le sang coulait partout, sur tout le monde. Mais il y avait des enfants parmi nous. De quel âge? Bon, on a à peu près 13, 15. Il y a un enfant qui criait que non, que lui va aller à l'école. Ils l'ont frappé. Bon, parmi les 2 petits là, ils ont tiré sur un. Il y a un qui a déjà reçu une balle dans la poitrine avec son cou. Ils nous ont dit de faire monter les cadavres dans la voiture, les blessés. Maintenant, on était assis sur les blessés et puis les morts. Quand on a fait monter les cadavres dans la camionnette, bataille Yopougon, on est arrivé vers prison, ils ont dévié, ils sont rentrés dans la brousse. On est arrivé dans le lieu, ils nous ont dit de descendre. On est descendu, maintenant on a fait descendre encore. En faisant descendre, moi quand je suis venu me déposer, je ne me suis plus allé chercher, je me suis couché. J'ai fait comme j'étais mort. Maintenant les autres, quand ils ont fini, je commençais à tirer sur eux. Je les ai tués tous. Tous mes amis étaient morts. Depuis plusieurs années, comme sociologue, sur les questions identitaires et notamment sur les dérives identitaires qui peuvent déboucher sur des épurations ethniques, des épurations religieuses, sur des désirs de pureté, comme au Kosovo, comme en Bosnie et évidemment comme au Rwanda. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire parce que nous avons été interpellés par le concept d'ivoirité et nous avons effectué ici notre métier de sociologue pour tenter de comprendre les sources, les origines, les conséquences, la dynamique de ce concept d'ivoirité. Nous étions notamment ici durant les journées terribles que ce pays a vécues fin octobre et aujourd'hui même, 8 janvier 2001, une tentative de coup d'État est en cours à Abidjan. Côte d'Ivoire, 15 millions d'habitants, 60 ethnies. Langue officielle, le français. La Côte d'Ivoire a des frontières avec 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana, et 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Félix Houphouët-Boigny devient président en 1960, lors de la dépendance. Il le restera jusqu'à sa mort en 1993. Henri Konan Bédié lui succède. Il est renversé fin décembre 1999 par le coup d'État du général Robert Guilly. Ce général putschiste restera au pouvoir moins d'1 an. Et en octobre 2000, Laurent Gbagbo prête serment après avoir gagné des élections controversées.
Pendant 40 ans, la Côte d'Ivoire a fait figure de modèle de stabilité politique et de relative prospérité économique. Comment le pays le plus développé et le plus hospitalier d'Afrique de l'Ouest en est-il arrivé à se charnier, et plus largement, à une politique de persécution systématique de toute une population, les Dioula? Ivoiriennes, mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, la Côte d'Ivoire est orpheline. Nous sommes le 7 décembre 1993. Cet homme est Alassane Dramane Ouattara. Il est à cette époque le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il annonce à la télévision la mort d'Houphouët-Boigny, président de la République et père de la nation. Tout commence en effet à la mort d'Houphouët-Boigny. Selon la Constitution, son successeur est Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale. Mais Alassane Ouattara, dernier Premier ministre d'Houphouët de 90 à 93, apparaît comme un rival de poids. Comment réagit Bédié? Dès le soir de la mort d'Houphouët, il annonce à la télévision qu'il assure la succession conformément à la Constitution. Devient le nouveau président de la République. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Mes chers compatriotes, ensuite, pour barrer définitivement la route à son adversaire, Bédié va mettre au point une stratégie d'exclusion. Le concept d'ivoirité va naître. Et ce concept est né surtout pour barrer la route à un adversaire politique qui est Alassane Ouattara. Autrement dit, pour disqualifier un concurrent politique, Bédié ne va pas dire que Ouattara est incompétent ou corrompu, il va dire qu'il n'est pas ivoirien. Mais comment Alassane Ouattara est-il arrivé sur la scène politique? Fin 89, au moment où Houphouët était complètement débordé, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Il tapait sur la table, il disait la seule solution, c'est de réduire les salaires des travailleurs. Alors là, comme un seul homme, tout le monde dans la rue, ne sachant plus quoi faire, il va chercher un gestionnaire qui, au titre de la Côte d'Ivoire, travaille à la BCEAO. Il va le chercher. Alassane arrive et il dit on ne réduira pas les salaires, on ne touchera pas aux salaires. Lorsque Houphouët fait appel à Ouattara comme Premier ministre, sa nationalité ivoirienne était-elle mise en doute? Non, pas du tout. Lorsque Alassane Ouattara est venu en 90 en tant que Premier ministre, il était présenté par le parti d'Henri Konan Bédié comme ivoirien, originaire de Congo, et son frère aîné, Gaoussou Ouattara, était à l'époque le vice-président de l'Assemblée nationale, le collaborateur direct immédiat d'Henri Konan Bédié. Donc son ivoirité n'était pas du tout mise en cause à cette époque-là. Cette remise en cause interviendra au moment précis de la vie politique ivoirienne. Le 1er octobre 1992, le Premier ministre Alassane invite la presse et il y a eu une question sur la succession d'Houphouët. Est-ce que vous avez l'intention d'être candidat en 1995? Il a dit, écoutez, Houphouët se porte très bien, je m'entends bien avec lui, il n'y a aucun problème. Oui, d'accord, mais est-ce que... Il a dit, mais on verra, on verra. Dans la classe politique, beaucoup ont perçu ces mots comme une déclaration de guerre. Toute la classe politique va se lier contre lui. Bédié, successeur potentiel qui termine le mandat, est président de l'Assemblée. Alors là, il va donc, puisque les députés sont du parti au pouvoir et qu'il est président de l'Assemblée, il va monter tous les députés contre le Premier ministre du même parti qui vont essayer de bloquer tous les programmes qui passent à l'Assemblée, tout ça. Alors là, c'est très visible. La mort d'Houphouët, les problèmes ont évolué à cause des ambitions politiques des uns et des autres. Vous voyez, bon, Alassane, étant Premier ministre, a eu envie aussi de goûter au pouvoir, si on peut dire ainsi. C'est dans ce contexte que va naître le concept d'ivoirité.
Mais l'ivoirité a un auteur, c'est le président Bédié. Sentant que Alassane voulait être candidat, il a donc inventé de toutes pièces un concept de l'ivoirité. Dès 1994, alors prend naissance de façon officielle ce fameux concept que j'appelle un fourre-tout idéologique, l'ivoirité. Là, on commence à parler ivoirité. Donc à partir de 1994, on va utiliser, mais vraiment abondamment, les médias, la radio, télévision, presse écrite, pour inculquer aux Ivoiriens qu'on ne peut pas être étranger et prétendre à un poste politique. On vise donc Alassane Ouattara au moment où il n'est plus Premier ministre, bien évidemment, mais pour lui enlever toute ambition, toute velléité de revenir sur la scène politique. Autour de Bédié, un groupe d'intellectuels va théoriser l'ivoirité. Parmi eux, Jean-Noël Loukou, historien, et Niamké Kofi, philosophe, tous deux professeurs à l'université d'Abidjan. Une revue va être publiée, son nom, Racine, indique clairement le programme. Ouattara est d'ethnie malinké, la grande famille originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Pourtant, son ivoirité sera mise en cause. On va le soupçonner d'être burkinabé. Il ne pourra donc pas se présenter aux élections. Mais au-delà de lui, c'est l'identité ivoirienne de tout son groupe ethnique qui va progressivement être mise en cause. Comment en est-on arrivé à remettre en cause la nationalité ivoirienne des populations du Nord? Les ressortissants du Nord, les Malinké ou les Djoula, comme on les appelle communément, se retrouvent de part et d'autre des frontières ivoiriennes. On les retrouve au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Du coup, les ressortissants du Nord habitant la Côte d'Ivoire, les Malinké habitant la Côte d'Ivoire, vont être assimilés aux autres Malinké habitant ces pays que nous venons de citer. Du coup, on estimera, le pouvoir politique estimera que leur ivoirité, leur nationalité est douteuse. Un des pères fondateurs de l'ivoirité confirme que ce concept signifie bien la préférence nationale. Bédié arrive, il dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ça, c'était son premier discours. Ensuite, il donne la notion d'ivoirité. Mais quand il annonce pour la première fois en 1995, il ne spécifie pas véritablement ce contenu. Alors, les Ivoiriens disent, bon, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est aux Ivoiriens. Houphouët était le président des Africains, Bédié devient le président des Ivoiriens. Au départ, le concept de pureté identitaire est créé par une élite politique en quête de légitimité. C'était déjà le cas au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Le véritable enjeu est toujours la conquête ou la préservation du pouvoir, même au mépris de toute rigueur. Pour l'éliminer, c'est le même PDCI qui a dit hier qu'il était ivoirien, c'est le même PDCI qui vient dire qu'il n'est plus ivoirien. C'est ça. Après le 24 décembre, les militaires arrivent, ils disent, mais Alassane est ivoirien. Qui a dit qu'il n'est pas ivoirien? C'est un ivoirien. Il est de telle région, tu sais, etc. On n'a jamais douté de sa nationalité. Ce qui règle un problème. Il était poursuivi à l'époque, il y avait une procédure contre lui, tout ça. Non-Dieu, tout ça, on annule. Et puis, à la veille des conditions d'éligibilité, on ressort encore le même dossier pour dire, on dit qu'il n'est pas ivoirien. En effet, les militaires au pouvoir depuis le putsch du 24 décembre 1999 ont changé d'avis car le général Guéhi a décidé de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Ainsi, pour la seconde fois, le pouvoir en place utilise l'argument de l'ivoirité pour éliminer un concurrent politique. À Abidjan aujourd'hui, comme hier à Belgrade ou à Kigali, des décideurs politiques ont inventé des idéologies de pureté identitaire dans l'unique but de s'emparer ou de conserver le pouvoir. Ces idéologies visent à créer une cohésion, un ciment. Elles vont ensuite présenter un responsable pour tous les problèmes,
l'étranger, le non-ivoirien pur, le kosovar, le tutsi, et voilà revenu le bouc émissaire classique. Certains font croire qu'il s'agit chaque fois d'une sorte de crime passionnel à l'échelle d'un peuple, d'une folie collective, irrationnelle et donc incontrôlable. Or, à la source, il ne s'agit nullement de conflits ethniques ancestraux qui seraient le démon de l'Afrique ou des Balkans. Le concept de pureté ethnique est une construction idéologique. Ce type de sentiment identitaire n'a rien de spontané ni de naturel. Il se forge par la création et la diffusion d'une rhétorique agressive. Les épurations ethniques commencent toujours par des mots, souvent les mêmes, quelle que soit la région du monde. Le vocabulaire précède toujours le passage à l'acte. Cette idéologie a plusieurs volets. Ces volets constituent ce que nous appelons les invariants de l'ethnisme, c'est-à-dire qu'on les a également observés ailleurs. Voici ce que disent certains penseurs et chantres de l'ivoirité concernant le taux d'étrangers en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont l'impression que le seuil de tolérance est atteint. Officiellement, c'est 30% d'étrangers. Officieusement, c'est entre 30 et 40%. Et la Côte d'Ivoire est un pays très ouvert qui a accueilli sur son sol plus de 40% d'étrangers. On a environ 40-45% de non-nationaux aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous demandons qu'il y ait une politique d'immigration. Parce que nous ne pouvons pas être le dépotoir de la sous-région. Ces personnalités politiques évoquent des pourcentages d'étrangers que leur propre recensement officiel de 98 dément. On vient de donner cette semaine le résultat du recensement de 98 qui nous dit qu'il y a 26,03. Et je vous l'avais dit, là où nos intellectuels avaient tendance à dire plus de 50% d'étrangers. Plus de 50%. Bon, c'est vrai, 26%, c'est beaucoup. Je ne dis pas non. Mais cela a une histoire. La comparaison des deux derniers recensements, 1988 et 98, montre que depuis 10 ans, les flux d'immigration se sont réduits. La proportion d'étrangers en Côte d'Ivoire est passée de 28% en 88 à 26% en 98. Et la population ivoirienne a un taux de croissance plus élevé que les populations étrangères. Alors que le discours identitaire agite le spectre d'un envahissement croissant de la Côte d'Ivoire, le pourcentage d'étrangers diminue. Le discours ethniste procède donc bien d'une falsification de l'histoire. Il est fondé sur un mensonge. Une seconde falsification de l'histoire concerne la motivation supposée des immigrants. Nous avons des problèmes sociaux que nous ne pouvons pas régler parce que l'ensemble des pays qui nous entourent déversent tous leurs problèmes, leurs difficultés sociales chez nous pour que nous les résolvions. Quand vous avez 40% d'étrangers, ça veut dire que c'est 40% de gens que vous prenez en charge dans votre budget social, dans l'école, dans les soins de santé, etc., etc. Mais ça a un coût. Et ces coûts ne sont pas que financiers, économiques. Il y a un coût social en termes de contraintes que subissent les nationaux. Les projets de développement sont vite dépassés. Vous construisez dans un quartier une école pour 1000 personnes, à moins d'un an, vous êtes à 2000 personnes. Aujourd'hui, dans toutes nos maternités, toutes les Nigérianes viennent accoucher ici parce que nous avons des kits qui sont subventionnés. Mais tout le monde le sait, tout le monde vient accoucher. Notre problème, c'est une immigration de la misère comme celle de l'Afrique vers l'Europe. Donc c'est des problèmes supplémentaires que nous avons. Ça n'apporte rien en termes de valeur ajoutée, si je peux parler ainsi. Alors c'est ça le problème. Là aussi, la vérité historique est un peu différente. Donc c'était une main-d'œuvre souhaitée par la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut parler de volonté politique de l'administration coloniale
et de la Côte d'Ivoire indépendante après. Et les colons, Houphouët après, avaient besoin de cette main-d'œuvre pour développer économiquement son pays, pour mettre en valeur les plantations, pour construire les routes, pour ouvrir le port en eau profonde, etc., etc. Tous les grands travaux. Dans les livres scolaires, on apprend aux enfants que différentes ethnies sont venues peupler la Côte d'Ivoire. De celles venant de l'Est et de l'Ouest, on dit qu'elles se sont installées en Côte d'Ivoire. Mais des Malinké, l'ethnie venue du Nord, on dit qu'ils sont des envahisseurs, en précisant clairement que envahisseur signifie des ennemis qui entrent par la force dans un pays et s'y installent. La sémantique n'est évidemment pas innocente. Un premier mot apparaît, il est martelé dans les médias depuis quelques années, l'envahissement. À la source de tout ethnisme, il y a donc un récit ou un mythe qui va être manipulé jusqu'à ce qu'il produise l'effet recherché. Que ces récits trouvent leur source dans l'histoire ancienne ou dans l'actualité, ils comportent toujours des victimes et des bourreaux. Il importe de produire une image de soi comme victime. Ainsi, le passage à l'acte, le recours à la violence pourront être vécus et présentés comme une légitime défense. Cette victimisation évoquée par les élites ethnistes touche de multiples aspects, par exemple économiques. Les populations originaires de la sous-région ont créé des cartels, des véritables cartels, qui font obstruction à la pénétration des Ivoiriens dans ces différents secteurs. Le secteur de la boucherie, le secteur du bois, le secteur des matériaux de construction, le secteur de la vente du vivrier, pour le transport. Ça a été un combat pour que les Ivoiriens puissent entrer dans le transport, parce que chaque fois qu'un Ivoirien a pu faire un effort d'y entrer, qu'est-ce qui se passe? Bon, les gens font un certain nombre de manœuvres pour exclure, soit par des accidents, etc. C'est énorme, tout ce secteur occupé par les ressortissants du Niger, du Faso, du Mali, de Guinée, etc. Geneviève Brogrébé a longtemps été leader d'une organisation de femmes au sein de la société civile. Elle y défendait avec acharnement l'ivoirité, notamment la revendication d'inscrire dans la Constitution que la femme du président de la République doit être ivoirienne de teint vraiment noir. Elle est actuellement ministre du gouvernement Gbagbo. À Boisseau, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Il y avait des Maliens. Ils étaient là, ils assuraient la pêche comme activité économique. Jusqu'au jour où le maire a demandé à des jeunes Ivoiriens qui sont sans emploi de se faire former pour faire la pêche, pour qu'ils puissent gagner leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces Maliens les jetaient à l'eau. Alors chaque soir, quand les jeunes Ivoiriens me revenaient, il en manquait un, il en manquait deux. On pensait que c'était des noyades. Et on a découvert que c'était les Maliens qui les noyaient. Alors vous vous rendez compte? Des gens que nous avons accueillis dans notre pays, qui refusent que des Ivoiriens pratiquent la pêche dans leur localité et qui les tuent. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les idéologues de l'ivoirité créent un récit selon lequel les Ivoiriens sont victimes des musulmans, alors que beaucoup d'Ivoiriens sont eux-mêmes musulmans. La plupart de ces étrangers-là sont musulmans. Les Maliens, les Burkinabés, ceux du Niger, ceux du Nigeria même, ils sont de religion musulmane. Ils ont formé une élite qui a fait des études dans les universités arabes, etc. Donc, qui est beaucoup, c'est un islam qui s'est modernisé et qui est beaucoup plus visible du point de vue social. Bon, maintenant, le problème, c'est que c'est une revendication politique. Il ne faut pas qu'on se cache le problème. Derrière tout le problème de Ouattara, Ouattara n'a été qu'un porte-drapeau de cette revendication des musulmans qui estiment
que maintenant ils ont eu la reconnaissance sociale, ils ont le pouvoir économique, il ne leur reste plus que le pouvoir politique. C'est ça le problème. Et c'est dangereux parce que quand on déplace le débat politique sur le terrain religieux, vous connaissez les musulmans, ce sont des gens qui sont très fanatiques, ça risque de créer des problèmes. La propagande se poursuit en prétendant que les étrangers tentent d'usurper la nationalité ivoirienne. Ayant découvert la nécessité l'intérêt d'avoir des papiers ivoiriens, ils ont procédé par des méthodes frauduleuses et ont acquis un certain nombre de documents. Ils ont fait des fausses, une liste électorale où il y avait tous les étrangers. On a fait venir des gens du Burkina qui étaient sur la liste électorale. On a dû prendre 3 mois pour épurer cette liste. Donc des gens qui n'étaient pas ivoiriens qui étaient sur la liste électorale. Donc c'est beaucoup de monde ça. C'était des millions de personnes. Je ne sais pas combien, 1 million et quelques de personnes. Ils affirment également être victimes, pêle-mêle, des décideurs politiques occidentaux, de la presse internationale et même des autres chefs d'État africains. Bref, du monde entier. Je ne comprends pas tant de contre-vérités sur la Côte d'Ivoire. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, lorsque vous prenez les États africains, quel était le pays qui était cité en exemple? C'était la Côte d'Ivoire. Et subitement, nous sommes devenus le pays de tous les démons. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Et je m'interroge. Tout ça, ça procède, moi j'estime, du complot dirigé contre notre pays. Présenter notre pays sous des traits effrayants, horribles. Et on va dire que les Ivoiriens sont victimes d'Alassane Ouattara, sur lequel se cristallisent les rancœurs et les rejets. Alassane n'est pas ivoirien. On dit qu'il n'est pas ivoirien. La loi dit que pour être ceci, il faut être ivoirien. Il ne l'est pas. Et tout le monde sait. On nous dit on exclut Alassane Ouattara. Mais pourquoi tout un peuple va-t-il se liguer contre une seule personne, un seul individu, Alassane Ouattara? Alors tout le monde fait un procès à la Côte d'Ivoire à cause d'Alassane. Mais les Alassane, nous en avons des milliers ici en Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, nous tenons à ce que le futur président soit ivoirien 100%, c'est parce que nous ne voulons pas que dans ce cafouillage-là, un étranger soit président pour ouvrir notre pays à tout le monde. Faire en sorte que nous devenions des étrangers chez nous. Quand on renverse un président élu comme Bédié, personne ne s'en émeut. Et un vaurien comme celui-là, hein, on met tout le monde en branle. Pourquoi? Nous sommes suffoqués, nous sommes écœurés. Cette mise en scène de l'image de soi comme victime va être relayée et amplifiée par la presse. Tout ce que les étrangers cherchent désormais est de faire main basse sur la Côte d'Ivoire, confortés qu'ils sont dans leur position par leurs autorités qui leur ont demandé de plier bagages car elles préparent des choses horribles contre notre pays. Mais diantre, que veulent-ils à la Côte d'Ivoire ces étrangers qui n'ont pas hésité à détruire ce qu'ils n'ont pas construit? Alassane Ouattara a constitué son trésor de guerre pour brûler la Côte d'Ivoire. Les ressortissants burkinabés se montrent très menaçants. Ils veulent en découdre avec les Ivoiriens qu'ils taxent d'ingrats, de très peu reconnaissants. Le peuple ivoirien a décidé à sauvegarder sa souveraineté. Il ne sera jamais prêt à brader son pays à un aventurier. Car il est vomi par les vrais Ivoiriens.
Et ce sont ceux-là même qui sont prêts à brûler notre beau pays. Nous devons tous redoubler d'efforts pour dénoncer cette race de faussaires. Cette propagande a une efficacité redoutable. Nous avons écouté les gens dans la rue, voici ce qu'ils disent. On nous a envahi, plus de 45% d'étrangers. Donc il faut nous prendre le pays. Les étrangers, bon, qu'est-ce que l'on dit d'eux? Ils n'ont pas été clairs envers nous. C'est eux qui sont à la base de notre malheur aujourd'hui. Mais ils se mêlent de nos histoires foncières. Parce qu'en brousse, on peut même prendre les plantations de ceux, les autochtones. C'est-à-dire que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, aujourd'hui, aimeraient bien occuper les places qu'occupent par exemple les Maliens qui sont au port. Hein? Aujourd'hui, il y a plein d'Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui traînent dans la rue. C'est la presse internationale qui est venue, mais puis les choses qui crient à la guerre civile en Côte d'Ivoire. La façon dont la Côte d'Ivoire est traitée à l'extérieur, nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous voyez? Quand on parle de la xénophobie, je suis écœuré. Alassane ne connaît même pas Congo. Il ne connaît même pas Ogédé. Il n'a même pas un bâtiment ici sur ce sol-là. Qu'est-ce qu'on veut? Où on veut? Où on va? Le problème que vous-même qui êtes les Blancs, vous les Français surtout, ce que vous ignorez, c'est que le problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est le problème d'Alassane. Et c'est ce que vous ne voulez pas prononcer le mot. Parce que d'un instant, tous les cheveux d'Alassane, vous-même qui êtes là, vous vous plaignez déjà. Alors qu'Alassane n'est pas ivoirien. Non mais c'est clair. Sa femme elle est juive. Elle a le lobby juif aux États-Unis. Enfin, il a réussi à convaincre les Arabes que c'est parce qu'il est musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Donc les Arabes le financent. Donc il est très soutenu. Mais c'est des soutiens extérieurs qui ne peuvent pas infléchir la volonté des Ivoiriens. C'est pas possible. On avait déjà vu qu'un premier mot était apparu dans le récit des élites ethnistes, l'envahissement. Un second mot apparaît, la menace. Actuellement, les représentations dominantes en Côte d'Ivoire découpent et classent les habitants de ce pays en 3 catégories. Chacune de ces catégories est perçue comme un bloc homogène. Il y a ceux qui se dénomment eux-mêmes Ivoiriens à 100%, puis les Ivoiriens de circonstance dont l'ivoirité est considérée comme douteuse, et enfin, les étrangers. Cette répartition est basée sur le patronyme. Lorsqu'on vous dit un nom en Côte d'Ivoire, on sait à peu près d'où vous venez. Et donc le harcèlement va partir d'Alassane pour s'étendre à toute une communauté originaire du Nord, ayant des patronymes précis. Et donc, contrôle d'identité dans la rue, vous vous appelez Ouattara, Koulibaly, Touré, Konaté, n'importe, prouvez que vous êtes Ivoirien. Ou des fois, des policiers zélés déchirent carrément la pièce d'identité. Non, non, vous n'êtes pas Ivoirien, vous ne pouvez pas le prouver. Aujourd'hui, les gens n'admettent pas, par le patronyme, ils n'admettent pas qu'on soit Ivoirien. Pour eux, être Ivoirien, pour beaucoup être Ivoirien, c'est de porter un nom de la région là et tout et tout. Ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un qui a un patronyme ou qui a des parents qui sont d'origine étrangère soit Ivoirien. Et là, c'est très grave. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Mes parents sont ivoiriens d'origine. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirien d'origine. Mes parents sont nés à Cassandra, en Côte d'Ivoire. Et je suis ivoirien. Mes parents sont nés à Grand Bassi, mais ils sont de Côte d'Ivoire toujours. On l'aura compris, tous ces gens sont nés en Côte d'Ivoire. Leurs parents sont également nés en Côte d'Ivoire. Et ils sont tous de nationalité ivoirienne. Pourtant, sur la seule base de leur patronyme, certains d'entre eux vont être considérés comme purs, authentiques, à 100%, tandis que les autres seront rejetés dans la catégorie des Ivoiriens, prétendument douteux, appelés aussi Ivoiriens de circonstance. Les Ivoiriens de circonstance, ce sont des personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui sont de nationalité ivoirienne, qui ont une carte d'identité ivoirienne. Voilà, tout à fait. On a diabolisé donc une partie des Ivoiriens eux-mêmes. Et là, on ne parle plus des étrangers tels quels, qui se définissent eux-mêmes comme étrangers. Voilà, c'est des Ivoiriens, mais de circonstance, qui ont un autre point de chute.
la nuance va se préciser, on va passer imperceptiblement d'Ivoiriens, de circonstances à étrangers. Et c'est l'amalgame alors qui est dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Parce que vous avez les mêmes patronymes au Mali, en Guinée, au Burkina. Alors on vous dit, il faut prouver que vous êtes Ivoirien. En usant du seul patronyme, les élites ethnistes ont réussi à diviser la population ivoirienne en catégories artificiellement séparées. Ces catégories constituent de véritables cases mentales. Elles n'ont pourtant aucune base légale. Au niveau de la loi, les choses sont très claires. À la nationalité ivoirienne ou est ivoirien, celui qui a au moins un parent ivoirien, ou bien qui prend la nationalité ivoirienne, ou bien la femme qui prend la nationalité ivoirienne par voie de mariage. Pourtant, une confusion est volontairement entretenue entre deux notions, l'origine et la nationalité. Et quelqu'un qui a une carte d'identité d'ivoirien, mais qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, comment vous l'appelez celui-là? Non, mais c'est vous qui avez envoyé le mot. Il a eu la nationalité, mais ça ne veut pas dire qu'il est ivoirien. Comment une telle confusion a-t-elle pu atteindre tant d'Ivoiriens? Pierre Kipré, qui est historien de la même région que Gbagbo, fait une conférence de presse où il va axer son intervention sur l'idée d'Ivoirien de souche multiséculaire. De souche multiséculaire, en disant, moi je suis Ivoirien, si on casse la baraque, je ne saurais pas où aller. C'était à quelle époque? Fin avril, ça doit être le 26 avril 90. Dès l'année 90, on va introduire le concept d'Ivoirien de souche multiséculaire. De souche multiséculaire, prononcé par Pierre Kipré, historien à l'École normale supérieure, qui deviendra ministre de Bédié dès que Bédié sera président. C'est la récompense là. Ivoirien de souche multiséculaire. Entre parenthèses, il faut dire qu'il y a tellement de mélange dans ce pays qu'un autre chercheur avait rédigé une thèse durant laquelle il avait interrogé des gens d'un certain âge, dont le père de Pierre Kipré. Qui lui avait dit à l'époque que pour des raisons de sécurité ou quoi, il n'a pas voulu que Kipré aille au Libéria, d'où est originaire sa mère. C'est le père qui parle. Alors, on le confond littéralement dans un journal disant, mais l'Ivoirien de souche multiséculaire est de mère libérienne. C'est quand même bizarre. Bon, bref, ça veut dire quoi? Il y a toute une mauvaise foi qui se met en place, où on se dit, les étrangers. Et là, on commence à viser Alassane sans le nommer. Le concept de pureté identitaire est bien lié aux stratégies de pouvoir, comme nous l'explique cet étudiant. Concernant le coup, il y a un fait qu'il faut remarquer dans la politique ivoirienne. C'est que quand tu t'appelles Ouedraogo Aruna et que tu fais l'affaire du parti au pouvoir, tu es considéré comme un Ivoirien multiséculaire. La preuve en est que les ministres, il y a 3 ministres actuellement qui se trouvent dans le gouvernement qu'on dit que leur nationalité est un peu douteuse. Mais aujourd'hui, ils sont Ivoiriens multiséculaires. Mais dès qu'ils vont faire un pas pour aller vers l'opposition, vers le RDR principalement, ils seront considérés comme des Ivoiriens et des Burkinabés, des étrangers. C'est là on va décortiquer. La politique, ça commence à me taper sur les nerfs. Et les gens manipulent la population. Sous quelle forme? Les politiciens manipulent la population pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire arriver au pouvoir. Par intérêt ou par stratégie, des intellectuels et des hommes politiques ont répandu dans la société ivoirienne l'idée qu'il y a des Ivoiriens purs, d'origine multiséculaire, et que les autres polluent cette identité. Dès lors, faire le tri apparaît comme une nécessité. Mais n'y a-t-il donc pas de mariage interethnique en Côte d'Ivoire? Partout. Mais je ne sais pas s'il en existe au jour le jour une famille où on n'a pas un mariage avec un étranger. Ça, c'est le problème. Voilà, je ne sais pas s'il en existe. Hein. Comme partout, la pureté est donc un fantasme. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays, y compris les nôtres, est le résultat de multiples brassages. Si on remonte à quelques générations, nous avons tous des parents venus d'ailleurs.
Au cœur de cette culture de la pureté, de nouveaux mots complètent cette rhétorique meurtrière. Si dans un premier temps le patronyme permet de classifier les gens, dans un deuxième temps, il va permettre de les qualifier. Au nom de l'ivoirité, les lois vont progressivement être adaptées. Un nouveau code foncier est promulgué en décembre 1998. Il prévoit que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires du domaine foncier rural. Houphouët-Boigny affirmait que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Avec Bédié et l'irruption de l'ivoirité, les non-ivoiriens ne peuvent plus posséder de terre. Le code électoral n'a pas beaucoup de sens sous un régime de parti unique, car le résultat est connu à l'avance. Mais avec l'avènement du multipartisme en 1990, des tractations et des manœuvres commencent autour d'une nouvelle loi électorale. En 1995, la Côte d'Ivoire se dote d'un code électoral. Ce qui est frappant dans ce code électoral, il s'agit des conditions d'éligibilité. Il faut être ivoirien de naissance, né des parents et même ivoirien de naissance. Petit à petit, l'ivoirité est traduite dans la loi. Ce n'est pas sans conséquence. Du temps de Bédié, ce concept était essentiellement manipulé par les intellectuels et tous les idéologues proches du clan Bédié, mais on n'avait pas eu le sentiment que ça avait atteint la large masse. Avec le général Robert Gueye, c'est-à-dire donc après le coup d'État du 24 décembre 1999, et précisément en février, au moment de l'élaboration de la nouvelle constitution, qu'il y a eu véritablement effervescence autour de ce concept et qu'on s'est rendu compte que l'ivoirité avait atteint les larges masses. Avant même qu'on ne rédige la constitution, certains membres de la société civile sont réunis pour dire non seulement le président doit être un président ivoirien de naissance, né de parents et même ivoirien de naissance, mais il faut que son épouse soit même ivoirienne et ivoirienne de naissance. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous avons fait la Constitution. Ce n'est pas tout. Deux positions s'affrontent. Selon la première, pour être candidat, il faut être ivoirien de naissance, mais aussi être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Selon la seconde, un peu moins exigeante, il faut être ivoirien de naissance, mais il suffit d'être de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Moi, je me rappelle bien, quand j'ai présidé la sous-commission Constitution, quand j'ai dit, il faut être ivoirien d'origine, né de père ou de mère, mais dès que j'ai dit, j'ai mis le mot « ou », c'était impossible, la salle a explosé pratiquement. C'est donc le « et » qui a prévalu. L'ivoirité est devenue un concept partagé par une large partie des Ivoiriens, ceux qui se disent ivoiriens à 100%, de souche multiséculaire. Mais une autre condition d'éligibilité a été imposée. Il faut ne jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Il s'agissait d'éliminer quelqu'un, qui est tout connu. Oui. Seulement, ils ont oublié que dans ces dispositions, il y avait beaucoup d'articles qui étaient capables d'éliminer d'autres. Effectivement, certains auteurs du texte ont été emportés eux-mêmes par ces dispositions qui laissaient à la Cour suprême une grande marge d'interprétation. Mais l'objectif premier de cet arsenal juridique, fait sur mesure, est atteint. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. Et voilà, le tour de passe-passe est joué. En effet, la citoyenneté ivoirienne n'existe que depuis l'indépendance en 1960. Et donc, aujourd'hui, en 2001, seuls les individus ayant 41 ans ou moins peuvent être ivoiriens de naissance. Ce code électoral apparaît donc impossible à appliquer en droit.
un double dispositif légal est mis en place. Il constitue un jalon indispensable avant le passage à l'acte. Tout est en place, ou presque. Reste une question. Qui est prêt à commettre les crimes? Dans tous les grands massacres ethniques, au Rwanda, en ex-Yougoslavie et dans l'Allemagne nazie, on observe une constante, ce que nous appelons un invariant. Une jeunesse désœuvrée, en perte de repères, est enrôlée, endoctrinée et encadrée par les élites ethnistes afin d'accomplir les basses œuvres. En Côte d'Ivoire, cette phase a débuté fin 99 dans la région de Tabou, au sud-ouest du pays. Nous sommes à 500 km d'Abidjan, tout près de la frontière du Libéria. Dans ce périmètre, entre San Pedro, Grand Bérébi, Tabou et Grabo, on trouve essentiellement deux types d'exploitations agricoles. Il y a d'un côté les grandes plantations de palmiers et d'hévéas. Elles s'étendent sur des milliers d'hectares et sont gérées sous forme de concessions par de grands groupes agroalimentaires, majoritairement occidentaux. À côté de ces grandes plantations, il existe des milliers de campements éparpillés dans la forêt tropicale. On les appelle des cafés cacao. Ce sont quelques habitations où vit une famille exploitant un lopin de 3-4 hectares. Les Ivoiriens de cette région forment le peuple Krou. Historiquement, les Kroumen travaillaient sur des bateaux transportant vers l'Europe et l'Amérique le bois précieux issu des grandes forêts du sud-ouest. Les Kroumen ne travaillaient donc pas la terre. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, on a fait venir des travailleurs étrangers, essentiellement burkinabés. Jusqu'au jour où... Et maintenant, c'est fini les bateaux? C'est fini. Depuis combien de temps? À peu près 6 à 5 ans. 6 à 5 ans? Oui. Pourquoi est-ce que c'est fini? Eh bien, on dit qu'il n'y a pas du bois en Côte d'Ivoire. Et comme c'était fini, qu'est-ce que vous avez fait alors? Ben moi, j'ai préféré planter. Je me suis retourné maintenant à la terre. Eh oui, en 30 ans, les 4/5 de la forêt ivoirienne ont disparu au profit d'exploitations agricoles. Plus de bois précieux, plus de bateaux. Alors les Kroumen ont voulu reprendre le travail de la terre. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils avaient cédé presque toute leur terre aux Burkinabés. En effet, ceux-ci ont défriché la forêt primaire et accompli de gros travaux d'infrastructure. Mais souvent, les Kroumen n'avaient pas les moyens de leur verser un salaire. Ils leur ont donc concédé des terres en paiement de ces travaux. Avec la crise, les Kroumen vont tenter de récupérer des terres qu'ils n'ont ni défrichées ni exploitées. Mais qu'en est-il de la propriété de la terre? C'est qu'en Afrique, la terre n'appartient pas que seulement aux vivants. Elle appartient à la fois et aux vivants et aux aïeux, c'est-à-dire les ancêtres qui sont décédés. La conséquence est que vous ne pouvez pas concéder la terre définitivement. La terre ne peut pas se vendre. On ne peut que concéder l'usage de la terre, mais jamais la propriété des terres. Ça, c'est une conception qui est très forte et qui domine pratiquement toute l'Afrique. Voilà pour la vision traditionnelle du droit foncier. Mais qu'en est-il du droit moderne en Côte d'Ivoire? Qu'a fait le colonisateur français? Il a utilisé une disposition du Code civil français qui dit notamment que dès lors où la terre n'est pas occupée, elle n'a pas de maître. Donc si elle n'a pas de maître, elle appartient à l'État. Or en Afrique, il y a des terres vacantes, mais il n'y a pas de terres sans maître. Et c'est donc par ce subterfuge juridique que la puissance coloniale a pu récupérer les terres. Mais à l'indépendance, il s'est posé la question de savoir, lorsque le nouvel État a prôné le capitalisme d'État, il lui fallait avoir des terres. Alors le président Houphouët-Boigny a dit,
il n'y a pas de terre à nationaliser, il n'y a pas de terre à redistribuer, mais la terre appartient à celui qui la travaille. Ce qui est une forme d'actualisation de la disposition des terres vacantes et sans maître. Parce que dès lors où vous travaillez la terre, vous en devenez propriétaire. Or, nous sommes partis de l'hypothèse qu'il n'y a pas de terre vacante et sans maître. Comme souvent en Afrique, le droit coutumier et le droit moderne se contredisent. Cette contradiction va déboucher sur une confrontation entre deux logiques. D'une part, des Burkinabés, se basant sur les déclarations d'Houphouët-Boigny, vont considérer qu'ils ont acquis des droits sur les terres qu'ils exploitent depuis tant d'années. D'autre part, les Kroumen vont s'appuyer sur le droit traditionnel pour revendiquer les terres exploitées par les Burkinabés. Si le conflit de Tabou débute effectivement comme un conflit foncier classique, il va cependant vite être instrumentalisé et récupéré politiquement par le régime du président Bédié. Vers la fin de son régime, il y a eu des événements de Tabou. Et je crois qu'il a voulu exploiter les événements de Tabou, puisque ça concernait des Burkinabés, et que par ricochet, ça lui permettrait certainement de régler le problème d'Alassane. Après avoir fait adopter le nouveau code foncier interdisant aux non-ivoiriens toute possession de terre, le président Bédié va poursuivre son offensive, comme l'explique le docteur Capet, médecin et propriétaire terrien. Le gouvernement Bédié a demandé aux jeunes de faire retour à la terre. Il a fait le programme de clé en main, c'est-à-dire que on vous donne les moyens de créer une plantation en vous donnant des plans. À partir de ce moment, il y a le problème des terres qui se pose. Et c'est là que les populations étrangères, particulièrement la population burkinabé, créent des problèmes. Les gouvernements ont demandé aux Burkinabés de rentrer chez eux parce qu'ils ont besoin de leurs terres. Bédié encourage donc financièrement les jeunes Ivoiriens à récupérer des terres cultivées et mises en valeur par des Burkinabés depuis des décennies. Car curieusement, seuls les Burkinabés sont visés par ces mesures. Pourtant, des cultivateurs baoulés, une ethnie originaire du centre de la Côte d'Ivoire, sont dans la même situation. Eux aussi se sont installés dans cette région du sud-ouest, mais leurs droits sur les terres qu'ils exploitent ne seront pas remis en question. On est donc bien face à une opération politique orchestrée par les élites ethnistes, qui jouent sur l'amalgame entre les paysans burkinabés et Alassane Ouattara, accusé d'être lui aussi burkinabé. À Tabou, un prétexte va être trouvé pour chasser tous les burkinabés et déclencher les pogroms. Sous couvert d'anonymat, John Kroumen explique. Un étudiant Kroumen, lui, c'est pas que ses parents avaient vendu la forêt. Il est venu, lui, il partait dans les plantations de son père, et il a trouvé un burkinabé, il a demandé. Le monsieur lui a dit que la plantation l'appartient. Il a dit non, que lui, il reconnaît que c'est pour son père. Le monsieur l'a chassé, en tout cas, il a insisté, et le monsieur l'a découpé avec la machette. C'est ainsi que la guerre s'est déclenchée. À l'origine, un jeune Ivoirien Kroumen a donc voulu s'approprier une terre que son père avait pourtant vendue à un Burkinabé. Une bagarre s'en est suivie, et le Burkinabé a tué le Kroumen. Voici la suite de l'histoire. Vous savez, chez nous, c'est simple. Quand vous commettez un crime de sang, que ce soit volontaire ou involontaire, la sanction, dans la tradition, c'est le bannissement. Et lors qu'il y a eu crime de sang de la part d'un Burkinabé, c'était forcément le bannissement. C'est notre loi depuis des lustres. Il n'est pas question d'y déroger. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, on leur a demandé de partir. Et on les a sortis d'où ils étaient pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Et voilà, la croisade est lancée. Quelques notables locaux vont organiser et armer les jeunes Kroumen.
Au nom de l'ivoirité, les Burkinabés vont être chassés et spoliés de leurs terres. Nous avons rencontré le responsable de la communauté burkinabé de la grande ville du sud-ouest, San Pedro. Ils sont retournés par eux-mêmes au Burkina ou bien on les a chassés du Tabou? Non, on les a chassés du Tabou. On les a chassés, barré la route, brûlé les maisons, on les fouille, dépouillé tout. Et la forêt, ils ne sont pas rentrés comme ça. Ils ont acheté, ils ont travaillé. À Tabou, les Burkinabés ont donc été chassés fin 99. Mais il reste toute la région autour de Tabou, composée surtout de milliers de campements dispersés dans la forêt. Donc ces campements isolés sont la cible des gens, des autochtones là sur place de Koumen, et surtout depuis un bon moment des jeunes qui s'érigent en milice pour attaquer ces campements. Nous avons cherché à rencontrer de jeunes Kroumen. Nous arrivons près d'un village. Rencontre un matin très tôt. Les Burkinabés, où ils sont? Non, les Burkinabés, ils sont vers la CGT. Ils sont partis? Oui. Voici leur village. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini? Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Oui. Hein? Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Demandez puis même, c'est nous qui est ici. J'ai lu tête, c'est moi ici simplement. Il n'y a rien ici de Burkinabé. L'engrenage infernal se met en route. Depuis 2 ans, c'est l'attaque à outrance de Kroumen pour pouvoir récupérer les terres avec des prétextes qui réellement n'existent pas. On a vu Traillé, où les gens ont été attaqués, tués. Là, ils n'ont jamais dénombré. Effectivement, dans la forêt tropicale, les traces disparaissent vite. Et c'est parfois très prosaïque. Juste même, c'est les porcs qui mangent la chair humaine actuellement. Mais il arrive que les tueurs laissent un survivant derrière eux. Combien il y avait de personnes dans le campement? Tout juste leur famille, hein. Il n'y a pas d'autres personnes. Ouais. Et tout le monde a été tué? Oui, sauf lui. Son père, sa mère, sa petite sœur. Ce petit garçon a été laissé pour mort au milieu des cadavres de sa famille. Et c'est sans doute grâce à ça que ce massacre, contrairement à tous les autres, a pu sortir de l'anonymat. La violence alimente la violence. Les attaques sont suivies de représailles. Les Burkinabés ont brûlé Eke 19, qui est un village au Kroumen. Ça a été une réplique. Naturellement que les gens vivent la peur au ventre. Il y a une ambiance de suspicion, de méfiance. Les gens qui ont mis toute leur vie dans des plantations qui vivent, ils ne peuvent plus aller dans les plantations, ils ont peur d'être attaqués. Cet engrenage meurtrier n'est plus contrôlable, comme nous l'explique ce responsable politique. Dans court terme, vous êtes pessimiste? Oui. Il faut que je sois franc avec vous. Je vis cela. C'est quotidien. Je ne fais que régler les conflits. Et je suis d'autant plus pessimiste que plus vous cherchez à raisonner, plus vous êtes taxé de complices. Et c'est ça qui est grave. Les gens ont peur. La peur des deux côtés. Des deux côtés, il faut être franc. Les Burkinabés tuent les Kroumen tuent les Burkinabés. C'est comme une guerre, quoi. Une double victimisation se met en place. Mais il y a clairement un agresseur et un agressé. Les Kroumen tuent plus les Burkinabés. Bon, ce que je vois, bon, si au moins 5 Kroumen, il y a au moins 100, hein.
combattants burkinabés qui sont morts. Et le docteur Capé en donne une explication originale. Bon, il y a eu des morts nombreux, hein, il y a eu des morts nombreux, mais on ne peut pas vous chiffrer ça maintenant. On est de l'ordre de la dizaine, de la centaine, Un peu plus que ça. Oui, oui. Plus que ça. Oui, oui. De part et d'autre, il y a eu, mais du côté des étrangers surtout, puisque quand même les autres sont chez eux. Mais Burkinabé connaît qu'il a été chassé par des crewmen armés jusqu'aux dents. Et on sait quel type d'armes est distribué? Mais c'est l'arme à feu. C'est arme à feu, c'est pas machette ni coup, hein? C'est arme à feu. D'où venaient ces armes et qui les distribuait? Le juge Epiphane Zoro nous livre une piste. J'étais juge à la section du tribunal de Dimbokro, une ville du centre de la Côte d'Ivoire, lorsque dans le premier trimestre 1999, nous avons été saisis d'un certain nombre de dossiers portant sur des cas de trafic d'armes à feu. Et les armes provenaient généralement de Daoukro, ville natale du président Bédié, qui était alors chef de l'État, en destination de la zone forestière du sud-ouest, notamment la zone de Tabou. Les avant-coureurs n'est pas méchant. C'est à partir de 1999 qu'on nous a poussés pour faire ce mal au Burkinabé. Ils vivaient en parfaite harmonie. Hein? Quand vous dites des gens les ont poussés, ouais. Qui? Mais c'est peut-être les gens, ce sont peut-être les rocades qui les ont poussés. Sans cela, ils ne sont pas méchants, hein, ça je vous l'avoue. J'ai trop vécu avec eux, je les connais bien. L'embarras et la prudence du responsable de la communauté burkinabé de San Pedro peuvent se comprendre. Cet homme ne peut pas formuler d'accusation trop précise, sous peine de mettre sa vie en danger. Mais il sait très bien quelle est la source de cette situation. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est l'ivarité qui a tout produit, ces gens de tracasserie, tout ça. Mais l'ivarité, vous savez, c'est eux qui ont envoyé ces mots. Avant, nous, on est là. Moi, depuis je peux dire depuis en 1965, je suis en Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu ces mots. Mais quand on envoie des mots comme ça et ça rentre dans les esprits des gens, vous savez comment ça peut arriver. C'est donc ici que l'affirmation « La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens » a trouvé sa première véritable concrétisation. Les élites ethnistes autour de Bédié vont utiliser un conflit foncier, somme toute classique, et le transformer en une opération politique xénophobe et meurtrière. Autrement dit, si l'ivoirité n'a pas été le déclencheur de ce conflit, elle l'a par contre largement exploité. En s'appuyant sur le droit coutumier, elle a justifié la récupération violente de terres aux dépens exclusifs des Burkinabés. Mais loin de Tabou, Abidjan vit aussi la montée en puissance de l'idéologie ivoiritaire. « 18 septembre 2000. Abidjan apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu durant la nuit. On dit que la résidence du président, Robert Guy, a été attaquée. En réalité, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup monté visant à justifier l'épuration ethnique des forces de l'ordre. Cet homme faisait partie de la garde présidentielle. Il raconte que dans la nuit du 17 au 18 septembre, des militaires d'Ioula ont été appelés à la présidence car, leur a-t-on dit, une tentative de coup d'État était en cours. En réalité, c'était un piège. Ils ont été arrêtés et enfermés dans une prison secrète, la Poudrière. Là, ils ont connu des brutalités inouïes. On est allé directement à la présidence, on va à la Poudrière, l'enfer sur terre. On a subi toutes sortes de services. On nous a fait, je ne peux pas expliquer. On nous a envoyés dans les barbiers, nous chicotés avec des coffres, des bâtons, des poids, des fers, des marteaux, des bouteilles, des machines. Nous accueillons avec toi un verre d'eau par jour. Si tu as vu ton verre d'eau aujourd'hui, il faut attendre demain pour avoir un verre d'eau. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de noir. On faisait tout sur nous-mêmes là-bas. Quand tu rentres, c'est comme si tu étais mort. C'est-à-dire, on n'était plus compté.
Si tu rentres là-bas, tu vas enfermer, c'est fini. Si tu sors vivant, c'est ta chance. Si tu vis, c'est ta chance. Tous ceux qui étaient là pour le tous l'applaudirent ces lectures. Ce militaire doit la vie sauve au renversement de Robert Guy, qui était chassé du pouvoir fin octobre après avoir tenté de trafiquer les résultats de l'élection présidentielle. Mais la terreur contre les Dioula ne va pas s'arrêter, bien au contraire. Le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo s'installe au pouvoir dans un climat très tendu de mise en cause de son élection, notamment par les militants du RDR d'Alassane Ouattara. Le lendemain, on découvrait le charnier de Yopougon. Ces cadavres ainsi exposés, atrocement mutilés, sont un message. Le but est de créer un climat de terreur pour faire fuir des populations entières. Mais ce charnier n'est que la partie visible. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Parce qu'aujourd'hui, on relève à peu près 500 disparitions. Et nous, on ne parle pas de 50 morts, on parle de beaucoup plus. Hein. On n'est pas loin de 200. Des centaines de personnes sont raflées. Ces rafles sont clairement ciblées. Nous avons rencontré ce couple dont le jeune frère a été raflé chez lui. Il témoigne évidemment en visage caché. Dans le scénario, on retrouvait très souvent les étudiants, sinon des groupes de personnes armés de gourdins, armés de pilons, et derrière eux, on trouvait des gendarmes qui les escortaient. Et lorsque ces individus-là attrapaient les gens, soit ils les tuaient sur place, ou bien les gendarmes s'en occupaient pour les crisper de balles après. Parfois, on retrouve les corps dans la lagune, mais le plus souvent, on ne retrouve pas les corps. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les enfants. N'importe où on va, on ne retrouve pas les enfants. Même je suis allée jusqu'à la morgue même. Quand on passait dans les commissariats, on nous disait, allez voir dans les caniveaux, on les a tués, ils sont dans les caniveaux. Si vous ne les voyez, vous les voyez dans les caniveaux. Les policiers, les corps habillés. Les gendarmes et souvent les policiers nous disent, allez voir dans les caniveaux. Si vous ne les voyez dans pas, les poubelles, demandez aux étudiants de la FESI. On peut seulement savoir où se trouvent les corps de nos petits frères, au moins les enterrer dignement. La responsabilité des forces de l'ordre est engagée dans d'autres situations. Même les édifices religieux ne sont pas épargnés. Les assaillants, c'était des jeunes, mais pas du quartier. Et on a même assisté à un moment donné à des scènes de complicité entre la police et les assaillants. Parce que quand on entend un élément de la police dire aux assaillants que attendez qu'on parte et si vous voulez mettre le feu à la mosquée, vous y mettrez le feu. Les gens ont commencé à parler d'ivoirité, excusez-moi du terme, mais c'est un concept bâtard. Ivoirité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous demanderez à la plupart des Ivoiriens aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous expliquer ce que c'est que l'ivoirité. Moi je pense qu'on récolte ce qu'on a sémé. Parce qu'entendre des autorités politiques qui sont censées être une représentation qualitative du peuple dire qu'une frange de la population n'est pas ivoirienne, je pense que c'est anormal. J'ai peur parce qu'aujourd'hui il y a des zones où être militant du RDR est synonyme d'étranger et les gens ils sont prêts à casser du RDR, ils le disent souvent eux-mêmes. Les Dioula, on va vous tuer un à un dans ce pays. Dans un autre quartier d'Abidjan, un hôpital de campagne improvisé accueille de nombreux blessés, souvent par balle. Ils ont fait des barrages, ils font des contrôles des pièces d'identité. Une fois que tu as un nom à consonance nordique, on t'arrête. Si tu dis que tu n'as pas de pièces, on t'arrête. Tu t'appelles Koulibaly, Koné, Traoré, tout ce qui est bien même du Nord. Et dans cette situation-là, ils font l'amalgame. Maintenant, ils ne calculent plus. Même quand vous avez des cartes d'identité, même carte d'identité ivoirienne même. Là même c'est on a peur de sortir avec les cartes d'identité. Tous ces événements ont accompagné la prise de fonction du nouveau président Laurent Gbagbo en octobre 2000. Aujourd'hui, après plusieurs mois d'exercice du nouveau pouvoir, quel bilan peut-on tirer? La tension reste extrêmement vive. D'une part, entre les partisans de Laurent Gbagbo, qui estiment qu'ils sont, eux, les Ivoiriens authentiques, et les autres Ivoiriens, partisans d'Alassane Ouattara,
qui sont assimilés aux étrangers. Les humiliations vécues aujourd'hui par les Dioula sont sans nom. Il y a des actes de torture inexprimables auxquels ils sont soumis, les actes de raquettes, de tracasseries policières, des enlèvements, des meurtres qui sont commis impunément par des agents des forces de l'ordre, des agents de sécurité à l'encontre de cette population-là. Donc cette population vit aujourd'hui dans une situation de psychose véritable. Nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI, le parti du président. Nous étions à la maison, un coup on va les policiers dans la cour. En même temps, on nous a pris, nous a menés jusqu'à derrière le cimetière. Ils ont commencé à nous frapper là-bas. Nous sommes les Burkinabés. Nous sommes venus pour prendre le pays. Donc, nous allons voir avec eux. Après ça, les autres qui disent on n'a qu'à les tuer. Les autres disent non, on n'a qu'à laisser, on va le mener au commissariat. Là, les commissaires vont dire qu'eux aussi ils ont bien travaillé. Ils ont commencé à nous frapper là-bas. Après, maintenant, vers les 19h, ils nous ont menés à l'école de police. Quand on est arrivé là-bas, bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 24h, sur 24, on nous frappe. C'était comme ça. Après ça, la nuit, on prend le couvercle de marmite, on met dans le feu. Quand c'est chaud, on nous brûle avec. C'était comme ça. Pendant combien de jours on vous a fait tout ça? Pendant 9 jours. Pendant 9 jours. Parce que tous les jours, on nous frappe. Il n'y a pas le temps. Tous les jours, et nous frappe seulement, c'est ça. C'était comme ça. Et selon vous, pourquoi on vous a fait tout ça? Parce que nous sommes les Burkinabés. C'est ça qui fait qu'on nous frappe. Voilà, c'était comme ça. Nous sommes les Burkinabés, on nous frappe. Ouais, c'est comme ça. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre comme on appelle un matra, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Est-ce que ça c'est notre problème? Hein? Imbécile là, ton là, imbécile, et quatre ton là. Il écarte mes jambes, il met le sable dans mon sec, on prend le matran, on met dans mon sec, on me tape dans le sec. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Dioula. Et à votre avis, c'est pour ça Oui. qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Dioula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est Dioula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bago que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Dioula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. On est arrivé au dépôt à Vukatié là. On a vu, il y avait tas de monde là-bas. On est arrivé au milieu des gens là, on nous a fait arrêter. Ils ont commencé à nous frapper. Là maintenant, mon petit, lui, il a essayé de s'échapper. Il ne peut pas. Il y avait trop de monde. Ils ont frappé mon petit à évanouir lui. Moi-même, quand on m'a frappé tomber à côté de lui, bon, ils ont cassé briques sur ma tête. Je voyais sang couler vers ici là. Moi, j'étais tombé comme ça. Je voyais sang couler sous moi. Ils ont pris petit là.
pour envoyer derrière les poubelles là. Ils ont chargé pneu sur lui, ils ont mis feu. À ce moment, mon petit là, pour lui c'est réussi, feu là a brûlé lui, vrai là. Bon, moi-même maintenant, ils sont venus, ils ont allumé aussi. Feu là allumé, puis c'est éteint. Ils sont revenus, il dit que son feu là est éteint. Donc on n'a qu'à allumer encore, il y en a qui demandent pétrole, il y en a qui demandent allumettes. C'est là, ils sont venus, que bon, comme le pneu là ne peut pas allumer, on va les égorger maintenant avec couteau. Moi je suis couché, mais j'entends tout ça. Il y a quelqu'un même qui est parti trancher couteau là sur le trottoir comme ça, tcha 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 tcha. Je comprends le bruit, hein. Ils vont même m'égorger maintenant. C'est là il y avait un monsieur qui était arrêté à côté de vers ma tête là. C'est là lui il a dit que non, s'il veut m'égorger, ils n'ont qu'à me tirer pour aller vers les poubelles. Faut pas qu'ils vont me tuer devant eux parce qu'ils sont agents. C'est là je savais qu'il y avait agents dedans parmi les civils. Parce que lui il a dit, faut pas qu'ils vont me tuer là, ils n'ont qu'à me tirer pour m'envoyer vers les poubelles avant de me tuer. Parce qu'ils sont agents, s'ils ont fait devant eux, c'est pas bon. Là quand j'ai compris ça là, mon petit, ils ont brûlé, mais je sais qu'il ne peut pas brûler comme un bois. Hein? C'est un homme. Mais je ne peux pas chercher le corps. Puisque je n'ai pas de moyens. Je vais aller dire, je vais aller prendre le corps ailleurs. Ils vont me dire de payer l'argent encore. Selon vous, pourquoi on vous fait tout ça? Moi, quant à moi, on m'a fait ça à cause de RDR. Moi, on m'a fait ça à cause de Alassane. Parce que quand ils ont vu mon pièce, ils ont dit c'est les frères d'Alassane. Ce sont les Burkinabés, c'est eux qui supportent Alassane. Et vous faites de la politique? Non, jamais, jamais. Jamais. Je n'ai même pas de carte, je n'ai même pas de photo d'un candidat chez moi. Début décembre 2000, les élections législatives sont organisées. Une fois encore, le leader du RDR est exclu du scrutin au seul motif d'une ivoirité douteuse. Le RDR décide de boycotter le scrutin. Des manifestations ont lieu. Elles sont durement réprimées. Le président Gbagbo intervient à la télévision. Ses propos sont très clairs. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR, en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle, qu'ils aient ou non une activité politique. L'amalgame est systématiquement fait entre les étrangers, les Ivoiriens de nationalité prétendument douteuse, les musulmans et les militants du RDR, car tous sont censés soutenir Alassane Ouattara. Et la terreur qui s'abat sur eux a pour but de les faire quitter la Côte d'Ivoire. Ça doit être les militaires ou les gendarmes ou les policiers. Ils sont venus en civil. Là, je suis militaire. Quand ils sont arrivés, ils sont dirigés vers notre coup, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il y a des coups qui étaient ouverts. Mais là-bas, ce sont des Ivoiriens qui se trouvent là-bas. Ils ont commencé à taper la porte maintenant. Ils ont commencé à taper. Ils ont dit, où les
On en a marre de vous sortir, on va vous tuer. Quand ils ont dit ça, à ce moment, ils ont déjà tiré. Ici. Quand elle est rentrée maintenant, il y a le sang sur lui. Quand le sang sur lui maintenant, il nous a dit que d'ont tué papa, d'ont tué papa. Nous ne croyons pas, tu vois. Donc on est dans la chambre, on voit le sang qui coule. Donc on veut voir, on voit que c'est vrai ce que Pétla a dit. Donc, tu sais ce qui s'est passé. Votre papa, quel métier il faisait? Mon papa, c'était un cuisinier. On a peur des militaires ou des policiers, parce que maintenant, ils ont tous des trucs à tuer. Maintenant, si la route, sans t'arrêter, tu as les pièces, ils te demandent d'abord, donne l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ils te tirent. Quand tu veux discuter maintenant, ils tirent sur toi. C'est comme ça qu'ils font. Quand tu leur demandes pourquoi, on te dit que le président t'a donné l'ordre. Il a donné l'ordre de tuer. Parce que quand il parle à la télé, il a dit à les policiers ou les gendarmes de se défendre. Donc c'est ce qu'il fait maintenant. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens aux semeurs de troubles. Et vous pensez à retourner au Burkina? Bien sûr. On est obligé de retourner. Le rendez-vous auquel nous nous rendons maintenant est l'un des plus durs. Celui que nous allons rencontrer risque sa vie pour nous avoir parlé. Cette personne est un gendarme qui ne supporte plus ce qu'il doit faire. Les gens du Nord étaient systématiquement soupçonnés de tout et de rien, pour pouvoir les éliminer physiquement. Donc ces gens étaient malmenés, torturés atrocement. Le massacre a commencé. Les militants du parti au pouvoir désignaient les cours des militants du RDR. Les gendarmes extrayaient les gens, les abattaient sur place, ou bien les amenaient dans les différents camps pour leur faire subir toutes sortes de tortures. Il y en a qui en mouraient. Voilà. Paf, le coup de pied dans les portes, on lance les grenades, la grille, et les gens sont obligés de sortir. Bon, les donner 30 ans. Allez, chacun donne 5 000, 10 000. On rentre dans la maison, on fouille, on prend l'argent, on prend le bijou, on prend tout ce qu'on veut. Voilà. Les tueries ont eu lieu dans la caserne. D'autres ont eu lieu. Il y a des disparitions du corps. On ne sait pas où ils sont. Bon. Il a arrivé une fois où les exactions étant devenues insupportables, les gendarmes se sont retournés contre des gendarmes là-bas et leur a dit que si ces exactions continuaient, ben, ça allait devenir autre chose entre eux-mêmes. J'ai peur pour l'avenir de notre pays en tant que patriote. Voilà. Hein? Voilà. La machine infernale s'emballe. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2001, commence une nouvelle tentative de coup d'État. Elle va se poursuivre jusqu'au lendemain en fin d'après-midi. Et le soir, les autorités du pays viennent présenter leur version des faits à la télévision. Le détail avec les conférenciers, en commençant par le ministre d'État Émile Bogadoudou, qui a retracé le film des événements partis de la rue Le Pic à Cocody, lycée technique. En effet, les premiers éléments qui ont tenté l'opération sont partis du côté du lycée technique, pas très loin de la rue Le Pic. Petite précision, le siège du RDR est situé rue Le Pic, ce que personne n'ignore à Abidjan. Notons aussi que cette adresse revient 2 fois, une première fois dans les propos du journaliste et ensuite dans ceux du ministre, histoire que chacun comprenne bien qui est visé. Sur le campus, les étudiants ont eux-mêmes repéré 2 éléments des assaillants suite à la course-poursuite. Un des assaillants a été tué. On a trouvé sur lui des armes, un billet de train aller-retour Ouaga. Ouaga est la capitale du Burkina, mais, fait troublant,
La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouaga ne délivre pas de billets aller-retour. Appréhendé, le deuxième assaillant abattu dans l'enceinte de la télévision est également d'origine étrangère et c'est un civil. En fait, il y a eu un montage sur le convoi, un montage militaire sur les 4x4. Et ils disent que tel que c'est fait, c'est pas fait en Côte d'Ivoire. Donc c'est une indication assez intéressante pour nous. Le gouvernement a insisté sur le fait que plusieurs éléments concouraient à montrer que les assaillants avaient des appuis de certains pays voisins. Ces séquences sont diffusées 2 fois durant la soirée du coup d'État. De la part de ces ministres, il s'agit d'une véritable stratégie de pyromane. Sans enquête sérieuse, ils ont clairement désigné les étrangers comme auteurs de cette tentative de putsch. Celle-ci intervient étrangement quelques jours avant le sommet franco-africain de Lomé. Elle permet ainsi au nouveau régime de Laurent Gbagbo de s'y présenter en victime et non plus en coupable du charnier du Pougon et des violences de décembre 2000 que toute la communauté internationale a encore à l'esprit. Mais cette manipulation de la part d'une élite politique en crise de légitimité a un prix. La réaction populaire ne va pas se faire attendre. Dès le lendemain matin, voilà ce qu'on pouvait entendre au cours d'une émission de radio très populaire qui ouvre l'antenne aux auditeurs. Question d'actualité, Radio Côte d'Ivoire, l'ensemble de nos fréquences du lundi au vendredi. Nous n'avons plus besoin d'enquête. C'est-à-dire il suffit qu'on nous donne les noms. Oui, mais il faut qu'une enquête dynamique, efficace, puisse établir des responsabilités irréfutables. Oui, mais nous les Ivoiriens, nous sommes fatigués à les enquêtes là. Nous voulons réagir maintenant du tact au tact. La loi du talion en quelque sorte? Oui, mais ça c'est ce que nous voulons maintenant appliquer en Côte d'Ivoire. Merci, excellente journée. C'est Question d'actualité du lundi au vendredi. Question d'actualité, monsieur Exaplé de Cocody. Oui. L'antenne est à vous. Nous sommes pas aux autorités de nous dire de chasser les étrangers. La Libye l'a fait, on n'a rien dit. Il a pas aux Ivoiriens de sortir et chasser les étrangers, c'est tout. Nous sommes fatigués. Les Ivoiriens n'ont qu'à se faire justice. Merci de suivre Question d'actualité et surtout d'y participer. Nous, on va commencer. Dire que ce matin, si le couvre-feu est levé là, en tout cas, nous, on sera en mouvement ici. Nous, on en a marre. Hein. On va commencer. La mort, c'est la mort. Le jour même, la violence éclate à Abidjan. Bilan, plusieurs morts et un climat de terreur pour tous ceux qui ne sont pas ivoiriens de souche. Une fois encore, on retrouve le même schéma. Des élites politiques en crise de légitimité crient au complot en accusant les étrangers pour ensuite créer l'amalgame entre ces étrangers, déjà stigmatisés, et pêle-mêle les populations d'Youla, l'ensemble des musulmans et certains militants politiques. Ces catégories, facilement repérables par le seul patronyme, fonctionnent comme un véritable marquage social. Cet amalgame simpliste et meurtrier est à la base de l'idéologie ivoiritaire. Je dirais, pour être honnête avec vous, que c'est dur, même difficile. Et parce que si rien n'est fait, nous côtoyons chaque jour des drames. Il y a un risque certain de rwandisation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une partition des Ivoiriens entre les Ivoiriens dits authentiques et les Ivoiriens de nationalité douteuse qu'il faut éliminer physiquement, qu'il faut tuer. Quelle comparaison avec d'autres situations historiques en Afrique ou en Europe récente? Écoutez, moi je penserais peut-être au début de l'Allemagne nazie. Voilà, c'est une communauté de juifs, pouvoir économique. On dit clairement, les Dioula ont le pouvoir économique, il ne faut surtout pas leur donner le pouvoir politique. Voilà, ça commence comme ça, mais il y a très rapidement des dérapages. Au printemps 2001, notamment sous la pression de ses bailleurs de fonds internationaux, le gouvernement Gbagbo a engagé un processus de réconciliation nationale. Dans un passé récent, d'autres processus de réconciliation de ce type ont pu faire illusion. Une journaliste, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, rappelle le climat qui a précédé le génocide rwandais en avril 1994.
Mais je crois que quelques semaines, vraiment à la veille du génocide, là, il y avait tout de même une certaine inquiétude. Mais jusque la fin de l'année, novembre, décembre, il y avait une espèce d'optimisme tout à fait factice. Et je me rappelle très bien qu'en décembre, les ambassades étaient très optimistes en disant le bataillon du FPR est arrivé, l'ONU se déploie, tout va pour le mieux. Alors que les Rwandais, les officiels rwandais, comme le Premier ministre ou des gens de l'opposition, étaient extrêmement inquiets. Ils disaient nous sommes sur des listes et nous allons mourir. Ils le disaient, eux le savaient, mais les Occidentaux ne voulaient pas le savoir. Cet optimisme des Occidentaux, il venait d'où ? Mais c'est un optimisme volontariste parce qu'ils avaient patronné les accords d'Arusha et je me rappelle de cette remarque de l'ambassadeur de Belgique qui disait ça passe ou ça casse. Ça passe parce que nous allons exercer une pression maximum, les bailleurs de fonds vont couper tous les crédits, on va exercer des pressions sur le régime et ils seront obligés d'accepter. Et ils ne faisaient peut-être pas assez attention au manque de sincérité des dirigeants, aux obstacles psychologiques au sein de la population, au refus de ces accords qui avaient été acceptés sous la contrainte. Et donc je crois que ce serait aussi une leçon qu'on devrait tirer, c'est que des accords qui ne sont pas acceptés sincèrement par les protagonistes sont voués à l'échec. Cette situation n'est pas propre au Rwanda. En 1994 au Rwanda, la communauté internationale est restée passive face au génocide. Pire, elle s'est dégagée de ses responsabilités, elle a retiré ses contingents militaires et abandonné les populations à leur sort. Pourtant, les signes annonciateurs de la tragédie étaient... Aujourd'hui, on peut se poser la question, si les opinions publiques avaient été suffisamment informées et sensibilisées à tout ce qui se préparait au Rwanda, les responsables politiques auraient-ils pu adopter cette posture de non-intervention et laisser les génocidaires accomplir leur besogne à huis clos ?